Vous connaissez Inception? Vous savez, ce film qui a traumatisé des millions de spectateurs rien qu'avec une toupie. Eh bien aujourd'hui, nous allons essayer de le décrypter ensemble. À propos de ce film, il y a une question que tout le monde se pose. Alors la toupie, elle tombe ou pas? À vrai dire, on s'en fout, puisque le but du film est justement de ne pas répondre à cette question. Avant d'en arriver à Inception, il faut bien comprendre la démarche de Christopher Nolan. Nous allons donc revenir sur sa filmographie la plus personnelle, donc je ferai exception des Batman qui s'insèrent dans une logique de studio, mais également d'Insomnia qui est un film de commande. Commençons par le commencement. Following, le suiveur. Petit budget en noir et blanc sorti en 1998. Le film nous propose une narration éclatée, où les scènes ne se suivent pas forcément, se croisent, retournent en arrière, etc. Ce principe, qui peut paraître comme un moyen facile de complexifier une intrigue assez simple, trouve un sens lorsqu'on comprend que la narration tente d'exprimer comment un récit peut devenir bordélique lorsqu'on est sous l'emprise d'un choc ou d'un trouble. État qui se trouve être exactement celui du personnage principal, accusé d'on ne sait trop quel crime pendant une bonne partie du film et qui tente de raconter son histoire à la police. Memento, sorti en 2000, film qui révéla Christopher Nolan. Réputé pour son montage à rebours, qui confère au spectateur l'étrange sentiment d'avancer à tâtons, de ne jamais savoir ce qu'il s'est produit avant la scène que l'on est en train de regarder. Encore une fois, cette astuce narrative permet de positionner le spectateur comme acteur émotionnel. Il ressent à quelque chose près ce que peut ressentir le personnage du film, qui, suite à un coup reçu sur la tête, se retrouve avec une mémoire à court terme, s'effaçant toutes les 5 minutes. Le Prestige, qui date de 2006, fait suite au succès de Batman Begins, et semble quelque part en être un écho résiduel. En utilisant les artifices du cinéma hollywoodien, suspense, nombreux retournements de situation, détournements d'attention, indices disséminés ici et là, affrontements et dualités, les frères Nolan ont écrit leur film plus métaphorique en mettant tout cela en abîme. En effet, si on le prend en tant que film concept, Le Prestige apparaît comme un film qui traite du cinéma lui-même. Enfin plus exactement du cinéma comme art de la manipulation et de l'illusion. On insiste non pas à un simple film de divertissement dans le sens simpliste du terme, mais plus à un spectacle d'illusionniste qui se sert des artifices hollywoodiens pour manipuler le spectateur. Toutes ces œuvres ont comme point commun de réaliser une mise en abîme qui intègre le spectateur comme élément actif du film. Et Inception se trouve exactement dans cette continuité. Alors qu'on aborde la fin comme se situant dans la réalité, ce petit détail, cette toupie qui tourne, crée un doute qui va pousser le spectateur à se plonger dans le film à la recherche d'indices. De là sont nées diverses théories, les plus crédibles étant assez facilement trouvables sur le net. Mais il s'avère quand on y regarde de plus près que Christopher Nolan prend un soin particulièrement minutieux à annihiler chaque élément qui pourrait servir de preuve à une théorie par un autre élément servant de preuve à une autre théorie. Prenons par exemple les enfants à la fin du film. Nolan filme la scène exactement comme dans les souvenirs de Cobb, la réalisation donne un sentiment d'irréalité, les vêtements paraissent absolument identiques à première vue et les enfants ne semblent pas avoir grandi alors qu'il est censé ne pas les avoir vus depuis plusieurs années. Tout ceci vient corroborer que Cobb est toujours dans un rêve, mais certains éléments viennent contredire cela. Les vêtements des enfants ne sont pas parfaitement identiques. La couleur des chaussures change et sous la robe rose, la fille porte un haut blanc à la fin du film, mais pas dans les scènes de souvenirs. Aussi, si l'on en croit le générique de fin, les enfants de Cobb ne sont plus interprétés par les mêmes acteurs dans cette scène. Certainement que ce sont des enfants un peu plus âgés. Ces éléments sont troublants et semblent corroborer l'idée que Cobb se trouve dans la réalité, mais ils ne peuvent être pris comme preuve, car on peut très bien s'imaginer que Cobb amène lui-même ces petits changements dans son propre rêve pour parvenir à y croire très fort. Même le fait que l'on voit pour la première fois leur visage peut très bien être expliqué par l'idée que Cobb pense être dans la réalité et qu'il ne lui est pas difficile de s'imaginer leur visage car il les connaît très bien. Et c'est comme ça pour tous les pseudo-indices que Nolan a laissés tout le long du film. Quel petit sagouin. J'aurais pu tout aussi bien citer la toupie, qui sert de totem à Cobb, mais qui était pourtant celui de sa femme avant tout. Le totem de Cobb pouvant très bien être son alliance qui apparaît ou disparaît selon qu'il se trouve dans un rêve ou dans la réalité, et dont la main qu'il apporte est souvent soigneusement masquée par la mise en scène. Mais pourtant Cobb n'a jamais cette alliance au doigt dans la réalité. Alors comment pourrait-il l'utiliser pour vérifier qu'il est bien dans la réalité? Plutôt qu'un totem, on pourrait prendre l'alliance comme symbole de l'amour qu'éprouve toujours Cobb envers sa femme décédée, qui lui apparaît toujours dans ses rêves. Car dans son subconscient, il est toujours marié. A contrario, l'apparition même de cette alliance est la preuve qu'il est dans un rêve, donc ça pourrait être une forme de totem qui ne s'utilise que dans les rêves. Pourtant, un totem est censé être un lien avec le réel, donc il doit être utilisé dans la réalité également. Et si la bague était son totem, pourquoi Cobb utiliserait cette toupie pour vérifier qu'il est bien dans la réalité, puisque son totem serait autre chose? Ce serait complètement con. Enfin bref, aucune réponse concrète n'est envisageable. C'est la même chose avec le rôle d'Ariane, qui comme dans la mythologie guide le héros à travers le labyrinthe. Il existe une théorie où Miles serait le commanditaire d'une inception sur Cobb. Et cette inception serait réalisée par Ariane,
qui va construire le labyrinthe de rêves emboîtés dans lequel Cobb va s'enfoncer jusqu'à se retrouver face à son subconscient, lui-même incarné par sa femme Mal. Ouh, ça fait mal. Au final, il va se remettre en question et faire le choix difficile d'aller de l'avant et de continuer à vivre. Plusieurs éléments semblent corroborer cette théorie. À la mort de Saito, alors que Cobb était prêt à abandonner la mission, Ariane est celle qui le pousse à descendre jusque dans les limbes, l'endroit idéal pour réaliser une inception. Les visions de Cobb, ses enfants, sa femme, etc. donnent l'impression qu'on est dans un rêve basé sur ses souvenirs. En effet, pourquoi seul le subconscient de Cobb envahit les rêves des autres? Plus subtil, il y a cette phrase prononcée par Miles au début du film. Come back to reality, Tom. On aurait donc droit à une inception sur Cobb lui-même destinée à lui faire oublier la mort de sa femme. J'ai longtemps cru à cette théorie à vrai dire, sauf qu'elle ne repose sur aucune base solide. Car si Cobb subit une inception, cela voudrait dire qu'il a été projeté dans un état de sommeil par Miles, Ariane et son équipe. Et donc, puisque le sujet d'une inception est envoyé dans le rêve d'un autre, cela voudrait dire que Cobb n'est pas dans son rêve. Alors comment se fait-il qu'il remarque ce mouvement de rideau directement tiré de ses souvenirs? Ariane a beau avoir visité la chambre d'où Cobb a vu Mal se suicider, cette vision n'appartient qu'à lui, puisqu'on ne voit ce plan que lorsqu'il lui raconte l'histoire à haute voix. Et puis pourquoi Ariane ne semble pas connaître tous les tenants et aboutissants de l'histoire de Cobb? Elle ne sait pas qui est Mal par exemple la première fois qu'elle la croise en rêve, alors qu'elle est la cause même de la potentielle inception sur lui. On pourrait dire qu'elle joue la méconnaissance pour ne pas trahir son rôle. Mais encore une fois, rien ne le prouve, surtout que sa réaction est très vive. De même, dans une scène, elle pose des questions sur le fonctionnement du subconscient. Donc, elle dirigerait une équipe qui intervient dans le subconscient, mais ne comprend pas le fonctionnement de celui-ci. Et pour finir sur cette théorie, on pourrait penser à contrario que Cobb s'est volontairement enfermé dans un rêve où il ne peut plus voir ses enfants, où il est traqué, comme pour se punir de ce qui est arrivé à sa femme. Dans ce cas, l'équipe dirigée par Ariane doit pénétrer le rêve de Cobb à son insu, le contacter et engager la mission. Le problème, c'est que c'est Cobb qui contacte les membres de son équipe. Il aurait pu choisir n'importe qui. C'est lui qui va voir Ims, c'est lui qui va voir Miles. Et Arthur semble être avec lui depuis longtemps, donc il ferait partie des projections du subconscient de Cobb? Et qu'en est-il de Fisher et Saito? Et surtout, comment réaliser une inception dans le propre esprit de quelqu'un quand on n'a pas soi-même construit la structure du rêve? Comment ne pas risquer de s'y perdre? Bref, il y en a besoin. Plus intriguant encore, la chanson d'Edith Piaf utilisée dans le film ne semble pas anodine, tout comme la présence de Marion Cotillard au générique. Pourquoi une Française au casting? Cela n'a pas vraiment d'intérêt ni de sens, si ce n'est que Cotillard a été célébrée pour son rôle dans La Môme, où elle interprète Piaf. Doit-on comprendre dans ces paroles que Mal ne regretterait pas de s'être suicidée, car en fait elle avait raison? Elle serait retournée dans la réalité alors que Cobb rêve encore et toujours? Mais alors pourquoi Mal ne lui apparaît que dans les niveaux de rêve inférieurs, et jamais dans ce qu'il croit être la réalité? Il serait ainsi facile de lui faire comprendre qu'il se trompe. Bref. Non seulement Christopher Nolan ne propose aucune réponse claire, mais il semble mettre en place volontairement des éléments contradictoires. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, nous n'avons pas de fin ouverte, puisqu'il s'applique à annihiler chaque théorie potentielle. Il ne propose pas plusieurs chemins, puisqu'il les détruit tous. Donc nous n'avons pas réellement la possibilité d'imaginer une réponse, seul le doute subsiste. En réalité, Inception, s'il aborde des thématiques profondes telles que le deuil ou le combat intérieur, ne raconte finalement rien de concret. Il devient un objet filmique qui se sert des mécanismes cinématographiques pour exciter l'imagination du spectateur, car le cinéma est un magnifique art de l'illusion et de la manipulation, mais aussi une immense machine à fantasmes. Et c'est de cela qu'il s'agit ici. Inception n'est pas un film qui nous conte une histoire, mais plutôt un film qui nous fait croire qu'il nous en raconte une. Le spectateur subit donc lui-même une inception, car jamais il ne lui est réellement permis de sortir du doute. Le film porte d'ailleurs le nom du procédé dans lequel Nolan va immiscer le spectateur. Tout comme il avait fait avec Le Prestige, le coquinou. Et par cette toupie, il permet au doute de se révéler à nos yeux, entérinant l'effet de l'inception subie tout au long du film. Si vous doutez encore de cette théorie, rappelez-vous bien que dans le film, la chanson d'Edith Piaf est utilisée pour réveiller les voyageurs. Et devinez quelle chanson vient en fin de générique, à la toute fin du film, invitant le spectateur à s'éveiller à son tour. Pour finir, j'ajouterai que dans sa mécanique conceptuelle, Inception concrétise les 3 actions du cinéma citées plus tôt, à savoir illusion, manipulation et création de fantasmes. L'illusion est ici symbolisée par une fausse présence d'histoire, et la manipulation par le flou maintenu tout le long du film.
La machine à fantasmes, quant à elle, est concrétisée par le film lui-même, trouvant l'équilibre parfait entre densité thématique et grands mystères qui nourrissent l'imagination. On peut également considérer que le rêve est le plus évident des symboles pour illustrer la mise en image de fantasmes. Il ne faut donc pas prendre Inception comme un film traditionnel. Il faut plutôt l'aborder comme un concept, une idée. La présence de la figure mythologique d'Ariane peut effectivement jouer dans ce sens. Sans aller jusqu'au mythe de la caverne de Platon, mythe basé sur l'existence d'un monde des idées, on peut interpréter cet élément comme une invitation à aller chercher une explication dans la symbolique du film. Sortir de ce labyrinthe narratif pour l'appréhender différemment en quelque sorte.